Donc nous allons pouvoir commencer cette journée, cette quatrième journée régionale handicap psychique, puisque après une première journée de lancement en 2013, une deuxième sur les questions d'accompagnement, une troisième qui portait sur la question du logement à Noël-Godot, aujourd'hui nous nous retrouvons sur une thématique qui va aborder la question de la vie, le risque et le parcours pour les personnes en situation de handicap psychique, les familles et les professionnels. Donc pour une journée qu'on veut à la fois une journée d'information, d'échange et de réflexion. Alors j'ai la chance de pouvoir co-animer cette journée avec Laurent Reynard qui nous dira quelques mots tout à l'heure. Laurent Reynard qui est coordinateur du Conseil local de santé mentale de Tourcoing, également animateur des réseaux précarité santé mentale de plusieurs territoires sur le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, alors la vie, le risque, le parcours, c'est vrai que commencer une journée par le mot vie, ça peut paraître un petit peu bisounours, un petit peu enfantin. Enfin, en tout cas, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de questions de vie, tout simplement. Comment les personnes aujourd'hui vivent dans la société, comment est-ce qu'elles vivent dans leur quartier, dans leur ville. Et même si ça peut paraître quelque chose d'assez simple, c'est une vraie préoccupation aujourd'hui pour les personnes elles-mêmes et pour les personnes qui souffrent avec un trouble psychique, d'autant plus puisque un certain nombre d'obstacles aujourd'hui se posent pour mener à bien sa vie. Alors c'est une journée qu'on a initiée il y a de ça maintenant un an, avec notamment M. Esqueg qui revenait d'une conférence et qui disait finalement est-ce qu'on peut concevoir une vie sans risque? Est-ce que finalement il ne faut pas parfois une rupture, un risque? Alors après qu'est-ce que ça veut dire derrière? Mais en tout cas parfois des chemins un peu chaotiques pour arriver à ce qu'on veut, et en quoi est-ce qu'on peut autoriser des difficultés de parcours dans la vie des personnes. Est-ce que les personnes elles-mêmes s'autorisent parfois à prendre des risques pour satisfaire elles-mêmes leurs envies? Donc, est-ce qu'il faut qu'il y ait des ruptures? Est-ce que le risque fait partie forcément des parcours? À l'hôpital, on parle de gestion des risques et l'ambition, c'est bien évidemment de les éliminer. Là, quand il s'agit de parcours de vie en lien avec un handicap psychique, je ne suis pas sûr qu'on se pose dans les mêmes dimensions. Alors, et puis quand on parle de risque et de parcours, et je crois que l'entourage des personnes concernées et les personnes elles-mêmes le disent, c'est-à-dire oui, on parle de parcours à partir du moment où il y a des possibilités d'avoir accès à une offre de logement, à une offre d'accompagnement, et dans un certain nombre de situations de personnes, le parcours est empêché parce que finalement on n'a pas le dispositif ou l'emploi ou le cadre qui convient. Donc voilà, c'est toutes ces dimensions qu'on souhaite interroger aujourd'hui. Alors, c'est un sujet peut-être à la fois, je dis, assez simple, mais peut-être aussi un peu technique, parce que quand on parle de parcours de vie, ça peut paraître un peu bizarre dans le langage commun. Moi, dans ma vie, je ne parle pas de mon parcours de vie, je parle de ma vie. Néanmoins, ça revêt des situations très concrètes pour les personnes qu'on va essayer d'aborder tout au long de la journée. Alors, en termes d'actualité, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui abordent cette question du parcours, de la santé, en tout cas des bouleversements. Il y a la loi de modernisation du système de santé. Il y a également des démarches initiées au niveau des MDPH avec la réponse accompagnée pour tous, sur les situations un peu plus complexes. Il y a également des familles, des associations de familles qui aujourd'hui communiquent et mettent en place un relevé de difficultés dans le parcours des personnes. Et tous ces sujets font qu'aujourd'hui, voilà, c'est une thématique véritablement d'actualité et avec des enjeux d'amélioration importants pour notre système de santé. Voilà, donc la matinée sera consacrée à ces questions-là. L'après-midi, comme vous l'avez vu sur le programme, sera ouverte sur des questions beaucoup plus spécifiques, la question du logement, la question des conseils locaux de santé mentale, de l'emploi et aussi de la citoyenneté. Alors, quelques informations plus pratiques avant de rentrer plus dans le vif du sujet. Donc, on est ensemble pour la journée. Il y a un cocktail déjeunatoire qui sera servi ce midi juste derrière la salle ici des congrès. Vous avez choisi de participer à un atelier et vous avez une pastille qui correspond à la couleur d'un atelier. Donc les salles sont inscrites dans le hall. Donc il y a 3 salles
en plus de celle-ci qui jouxte le Palais des Congrès dans lequel vous pourrez participer à l'atelier. Et voilà. Et puis je voulais remercier aussi tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette journée. Alors peut-être avant de reprendre la parole sur la question du CREPSI, en quoi le CREPSI contribue à cette question des parcours de vie, je voulais donner la parole à Laurent Renard qui pourra passer aussi quelques messages par rapport à ces dimensions tout à fait d'actualité. Bien, merci de me donner la parole. J'espère qu'on m'entend assez bien et je vais essayer d'articuler parce que je suis un peu pris par une angine et peut-être un peu nasillard, donc je m'en excuse. Donc, moi, j'ai répondu favorablement à Mathieu par rapport à cette invitation. Je le remercie parce que le sujet est très intéressant. Il est surtout très contemporain. Il est dans l'actualité. On ne peut plus, pour diverses raisons. Et donc, j'ai pas forcément préparé quelque chose de très construit, mais je voulais partager une réflexion avec vous qui a été la mienne quand j'ai découvert l'intitulé de la journée, la vie, le risque et le parcours. Puisque, voilà, avant de prendre des missions un peu en transversalité et pour la région, j'ai été simplement éducateur, ou alors notoirement éducateur, pendant 11 années pour Tourcoing, en CMP, donc en centre de consultation ambulatoire psychiatrique, et on s'occupait de santé mentale, et en tant qu'éducateur, c'était un peu étrange d'être avec une formation sociale ou médico-sociale dans un milieu soignant, et la préoccupation qui était la mienne, c'était de comprendre quel était vraiment mon rôle. Et quand je lis cet intitulé, je ne peux m'empêcher de penser aux 3 degrés en fait qui ont existé dans les missions depuis les années 80, c'est-à-dire l'insertion, l'intégration, puis l'inclusion. Et de questionner finalement ce parcours, qui n'est pas un parcours de l'usager, mais un parcours des idées, avec l'idée que l'intégration est venue vraiment comme une articulation importante dans ce parcours, amener un peu de modernité à l'époque à l'insertion qui était assez basique et assez inaboutie. Qu'est-ce qu'était l'insertion ? L'insertion, c'était avant tout une politique par rapport à des ressources, le revenu minimum d'insertion. C'était aussi un souhait pour l'État, pour les instances, de faire en sorte que certains publics, qui étaient marqués comme exclus, à l'extérieur d'eux, au banc, à la banlieue d'eux, que ce public puisse être inséré. Et moi, j'ai toujours eu l'image d'une planche et d'un clou, et on nous demandait de taper sur la tête des usagers. Et puis, on insérait, parfois avec violence, parfois avec intensité, parfois avec rapidité, le clou dans la planche, mais bon, le clou restait ce qu'il était, il restait le clou, et la planche restait la planche. C'est-à-dire que chacun gardait son identité, il n'y avait pas une réelle communication, mais la personne était réintégrée dans un milieu qui était la ville. Et puis, on attendait d'elle qu'elle ne fasse pas trop parler de ses problèmes. Il n'y avait pas vraiment un bouleversement des valeurs. Ensuite est venue la politique dite intégrative. Et avec l'intégration, c'était dans les années, fin des années 80, début des années 90, on a franchi un cap quand même. On a imaginé qu'on pouvait intégrer, mais intégrer, c'était faire disparaître la personne dans un milieu plus banal. Donc il y avait cette notion de milieu ordinaire qui est apparue simultanément, et puis on a dit, les personnes vont s'intégrer, c'est-à-dire qu'elles vont disparaître dans le tissu social, elles vont se fondre, donc on était moins dans la violence du clou et de la planche, de mon image précédente, mais dans quelque chose de plus doux. Et les personnes, on ne les voyait plus non plus, elles étaient intégrées, mais il y avait quand même un bémol que moi j'avais à l'époque avec certains collègues, on disait, en fait on demande à la personne de s'intégrer, elle doit faire l'effort d'intégration. Et en même temps que cette nécessité de s'intégrer, c'est poser la question, est-ce que tout le monde peut s'intégrer ? Est-ce que les gens souhaitent s'intégrer ? Est-ce qu'ils sont capables de s'intégrer ? C'est-à-dire qu'on était quand même franchement et intrinsèquement orienté vers la personne, puis c'était à elle de faire l'effort. Nous, on était un facilitateur, on n'était plus à la source du mouvement, on devait être un observateur aguerri et puis faire en sorte que l'intégration se passe bien. À l'époque, Bourdieu, d'ailleurs, dans un livre intitulé « Les exclus de l'intérieur, la misère du monde », questionnait beaucoup les limites de ce modèle intégratif, en disant que les exclus, finalement, ils étaient exclus parmi nous, mais ils le demeuraient. Il n'y avait pas de changement particulier. Ensuite, on a importé un concept un peu anglo-saxon, un peu déformé d'ailleurs, d'un point de vue étymologique, c'était l'inclusion.
Alors l'inclusion, c'était un modèle où on se disait, et puis ça a été normé par la loi dans les années 2005, en février notamment, avec l'idée de l'inclusion scolaire. L'inclusion, c'était un modèle où on disait l'école qui va intégrer un enfant en situation de handicap, cette école, elle aura pour mission non pas de faire en sorte que l'enfant s'adapte, mais de changer son modèle, de changer sa norme, pour pouvoir évoluer elle-même et faire la moitié du chemin. C'est-à-dire que dans ce registre de l'inclusion, il y avait la notion d'une compensation ou d'une modification de l'environnement, de manière à ce que la moitié du chemin soit faite par la personne en situation de handicap et l'autre moitié par l'institution, notamment scolaire. Le modèle de l'inclusion n'était pas inintéressant, mais cependant, on peut y mettre un autre bémol. Et là, c'est pas Bourdieu qui s'en occupe, c'est Henri-Jacques Sticker, en 2000, dans un livre qui s'intitule « Pour le débat démocratique, la vraie question du handicap ». Et qu'est-ce qu'il critique ? Il critique finalement le modèle d'inclusion à travers cette idée qu'il y a un milieu ordinaire et un milieu spécialisé. Et que le modèle de l'inclusion, il est fortement basé sur l'idée qu'à un moment donné, c'est grâce au milieu spécialisé qu'on pourra s'orienter vers le milieu ordinaire. Et lui, il est très critique à l'égard du milieu ordinaire. Il dit le milieu ordinaire, c'est le milieu de tout le monde, mais c'est surtout le milieu moyen. Et cette moyenne, elle ne correspond pas aux capacités des personnes handicapées, parce que la personne handicapée, elle peut questionner la moyenne, mais surtout, elle peut la surmonter. Elle peut aller au-delà de cette moyenne du milieu ordinaire qu'on lui propose. Et je trouve cette réflexion de Sticker assez intéressante, puisqu'elle bouleverse notre vision de l'inclusion, sachant que si on francise le terme et qu'on est sur l'inclusion, on a vraiment l'impression de mettre dans quelque chose de clos, de quelque chose de fermé. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, mon père faisait de l'inclusion de petits insectes dans la résine, pour faire des choses décoratives, des bijoux, et c'était pas franchement rigolo pour les insectes, ils étaient immobilisés là-dedans. Eh bien, c'est un peu ce qu'on a proposé avec le modèle de l'inclusion. À trop penser un modèle, à trop penser qu'il était performant et puis éthiquement acceptable, peut-être qu'on a limité aussi les possibilités pour les personnes. Donc oui, un thème intéressant que la vie, le parcours et le risque. Mais là, on a parlé un peu de la vie, on a parlé un peu du parcours et de là où on voulait vivre ensemble. Il y a une question qu'on ne s'est pas posée collectivement, mais qu'on va se poser, j'espère, aujourd'hui. C'est est-ce que le risque est un danger ? Tout à chacun, en situation de handicap ou non, on prend des risques. Le risque, c'est quelque chose qui se mesure. Mathieu disait à juste titre, il y a la notion de gestion des risques en entreprise. C'est-à-dire que le risque est une composante comme une autre de la vie sociale. On prend des risques quand on choisit une orientation professionnelle, quand on choisit d'aller dans telle fac plutôt que dans telle autre, ou d'interrompre son parcours de formation. On prend un risque quand on choisit son conjoint, quand on choisit un loisir, quand on choisit une nouvelle voiture ou le plat qu'on mangera ce midi. Donc le risque, pour moi, il fait partie de la vie. Le risque n'est pas le danger, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a sécurisé la personne handicapée, parfois de manière inappropriée, et on lui a proposé un cadre serein, protecteur, excentré, différent. Alors peut-être qu'on a beaucoup pensé au risque à travers le danger, c'est-à-dire quelque chose qui peut porter préjudice. Mais parfois, le risque, c'est un engagement qui permet d'aller plus loin. Donc je pense qu'on est dans une période aussi où on s'est emparé de la parole grâce aux associations d'usagers, aux associations familiales autour des usagers. Et cette parole, elle a permis finalement de dire le risque, on va le prendre, on va l'assumer. Moi, le risque, je le vois aussi sur le petit écran. Quand on parle de Jeux olympiques qui sont adaptés, et on voit des personnes qui nous épatent par leur performance. Donc le handicap nous a montré que le risque, c'était une composante de la vie, et qu'il fallait forcément y aller, parce que pour réussir quelque chose, il faut forcément risquer. Pour gagner, il faut jouer. Donc cette notion de risque, on peut la relativiser, et puis on peut penser aussi aux aléas. L'aléa, c'est le phénomène naturel, c'est le risque naturel, c'est la bourrasque qui va tout emporter. Et parfois, dans la vie d'une personne handicapée, dans son parcours, dans sa souffrance psychique, eh bien, on est confronté à des aléas, c'est-à-dire à un environnement qui est défavorable, qui tourne mal pour nous. Ça reste très actuel. Ça reste très actuel parce que dans une société où on est confronté à une précarité montante, à un taux de chômage exponentiel, la personne handicapée, qui maintenant est incluse, et bien davantage encore, est exposée au même risque. Donc pour moi, le risque, en étant partagé, il vient rompre aussi cette notion de milieu ordinaire et de milieu spécialisé. Donc le risque n'est pas un danger, le risque n'est pas un aléa, le risque il peut être choisi par la personne handicapée. Et pendant longtemps, on a été dans la construction d'une personne à travers la notion d'autonomie. Et depuis peu, et peut-être avec ce phénomène de parcours et de respect d'une vie qui soit individuelle, caractéristique, spécifique, originale, eh bien on a franchi une étape. Cette étape, c'est de dire, voilà,
la personne va prendre ses responsabilités, elle va élaborer des choix, choisir ses vivres, et on n'est plus dans l'autonomie, on est bien au-delà, on est dans quelque chose qui m'est précieux et que je défends souvent dans les réseaux, c'est l'autodétermination, la possibilité de choisir, la possibilité d'orienter son parcours de vie là où on le souhaite, quitte à échouer, quitte à risquer, quitte à rompre. Parce que dans le risque, il y a la notion de rupture, et les ruptures de parcours, c'est une des caractéristiques de la vie d'une personne en situation de handicap. Ces ruptures, avant, elles étaient souvent vécues comme un échec, et elles permettaient de montrer la personne du doigt en disant qu'elle n'a pas les capacités, ce qui la renvoyait à cette notion d'incapacité, au modèle de Wood, à un modèle qui est devenu obsolète pour lire le handicap. Ce modèle, il doit être transcendé. J'espère que les échanges d'aujourd'hui le permettront. Et pour terminer, j'y ai pensé ce matin dans l'auto, en me trompant d'adresse comme vous. J'ai pensé à une petite phrase d'Aristote qui me paraît fort sympathique et tout à fait adaptée. Pour éviter le risque et la critique, il ne faut rien faire, il ne faut rien dire, il ne faut rien être. Bien, j'espère que les échanges d'aujourd'hui, ce matin en plénière ou cet après-midi en atelier, permettront d'avoir une vision de la personne handicapée où elle est légitime d'exister et du coup de faire, de dire et de se tromper parfois. Hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, je vais envoyer juste après une phrase d'Aristote pour revenir à des choses assez concrètes et, sur le CREPSI, parce que avant de donner aussi la parole à Adèle Marquet de l'Agence régionale de santé, puisque voilà, on a l'occasion au niveau du CREPSI de faire une journée annuelle à laquelle vous participez et on vous en remercie encore une fois. Et il nous semblait important de pouvoir vous faire part un petit peu de cette activité du CREPSI qui reflète aussi quelque part les besoins et les actions qui sont menées au niveau régional. Donc j'ai quelques diapos à vous montrer, à illustrer, pour vous faire part de l'activité du CREPSI en 2016 et les années précédentes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le CREPSI, c'est un lieu ressource avec une équipe pluridisciplinaire dédiée au handicap psychique, autorisée par l'Agence régionale de santé. Donc on s'adresse à tous les publics, les personnes concernées, les familles et les professionnels, tout public désireux de s'informer. Alors, on a généralement 5 missions, dont une mission d'information-conseil qui est un peu le cœur d'activité du CREPSI, qui est le fait d'informer et de renseigner les personnes. Donc c'est des renseignements sur les hébergements en région, sur le handicap psychique, par exemple, des conseils sur l'insertion professionnelle ou le maintien pour les personnes, des projets d'adaptation des établissements, notamment pour les ESAT, des conseils sur l'accompagnement d'une personne, ou des accompagnements de projets territoriaux. Donc on voit bien avec l'histogramme qu'il y a une répartition assez différenciée des différents publics qui s'adressent au CREPSI, dans les différents publics cibles. On a également comme ressource un espace de documentation de qualité assez bien fourni sur le handicap psychique, à la fois sur Internet et en physique, que vous pouvez utiliser gratuitement. Ça, on vous envoie les documents chez vous, vous n'avez pas à vous déplacer dans toute la région. Avec également une présence sur Internet, puisque c'est vrai que le nombre d'informations est criant, et avoir la possibilité d'avoir des informations sur Internet aujourd'hui à travers le site Internet ou les réseaux sociaux est essentiel. Alors, on a produit aussi quelques outils, quelques éléments cartographiques avec des ressources dédiées sur le handicap psychique, et également quelques outils de déstigmatisation, comme par exemple l'arbre des idées reçues qu'on a construit avec certains d'entre vous avec les groupes d'entraide mutuelle, ou alors une campagne d'affichage handicap psychique qui alors que vous avez peut-être vu dans les rues de Roubaix. Alors, on a une deuxième mission qui est une mission assez conséquente en termes de besoins, c'est la sensibilisation et la formation. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est le fait que le CREPSI propose aujourd'hui des actions de sensibilisation qui durent 3 heures, qui sont gratuites et qui permettent de mieux comprendre le handicap psychique sous un mode à la fois d'information et d'échange, gratuitement pour tous les organismes qui le souhaitent. Un deuxième volet, c'est la formation. Donc c'est la formation, l'organisme de formation professionnelle continue, donc on peut former les professionnels, avec d'autres professionnels qui sont en poste dans le médico-social, dans le champ du handicap psychique dédié, ou alors en psychiatrie, qui interviennent sur des formations telles que l'accompagnement des actes, dans les services tutélaires, dans les services d'aide au domicile et pour les auxiliaires de vie, pour l'insertion professionnelle, pour la gestion de la crise, et également une formation qu'on a mis en place cette année à destination des entreprises et des administrations, manager une personne en situation de handicap psychique.
avec également des formations sur mesure. Et là, actuellement, on est en train de former des médecins conseils du régime social des indépendants pour la question de l'inaptitude. Donc on développe des actions de formation parce qu'aujourd'hui, on a un réel besoin. Alors, quelques chiffres pour vous montrer à la fois le développement des activités, mais aussi le besoin qui est extrêmement présent. Donc on est actif là depuis maintenant 3 ans. Et vous voyez le nombre de personnes qui ont bénéficié d'une sensibilisation. On a passé la barre de 1000 personnes sur le Nord-Pas-de-Calais, avec 66 actions. Et en termes de formation, c'est pareil, on a vraiment une augmentation très importante avec un peu moins de 400 personnes qui ont bénéficié d'une formation cette année. Ça montre aujourd'hui véritablement les besoins, et les besoins plus particuliers du secteur médico-social qui s'adresse à nous pour faire de la formation. On a une troisième mission, c'est l'appui à l'évaluation. Alors, le directeur de la MDPH nous abordera, à mon avis, plus précisément cette question d'évaluation qui est extrêmement importante pour le handicap psychique et pour lequel il y a des améliorations à engager. On peut apporter, donc là sous un autre mode que la question de MDPH, mais un appui à l'évaluation sur les situations individuelles, aussi bien pour les personnes concernées que pour les professionnels qui peuvent s'adresser à nous. Et nous avons créé un guide des outils d'évaluation disponibles en ligne. Ensuite, nous avons une autre mission. Je fais catalogue, mais je déroule. Alors, une autre mission, c'est tout ce qui va être connexion des acteurs. Alors, on va l'aborder, je pense, tout au long de la journée, cette question de la collaboration entre les professionnels, les personnes concernées, les familles est essentielle. Et donc, on a initié plusieurs groupes de travail sur différentes thématiques, dont l'objectif est principalement de faire de l'interconnaissance, de mieux se connaître et de fournir des outils qui méritent intérêt. Et donc, comme vous voyez, on a plusieurs thématiques: logement, service d'accompagnement, insertion pro, ESAT, évaluation. Un groupe qui va démarrer personnes âgées et handicap psychique, pour laquelle la réunion est jeudi, la première réunion, et un autre groupe, enfance, adolescence et handicap psychique, avec à chaque fois principalement de l'interconnaissance entre structures. Je crois qu'aujourd'hui, les personnes qui font du handicap psychique de manière plus spécifique sur la région se sont identifiées, en tout cas en expert, et ça permet d'envisager des améliorations pratiques par la capitalisation, la mutualisation des savoirs notamment. On a également développé avec certains d'entre vous dans la salle, j'imagine, et d'autres acteurs dans la région, plusieurs événements qui ont ponctué l'année, des événements spécifiques sur la question du travail social et handicap psychique, parce que bon, comme Laurent Valévard l'évoquait tout à l'heure, les champs du travail social, notamment les éducateurs spécialisés, sont confrontés de plus en plus au handicap psychique, et on a besoin de savoir ce que c'est, notamment dans la différence entre handicap mental et déficience intellectuelle et handicap psychique. On a eu l'intervention également du professeur Passaillé sur les données de preuve à améliorer le parcours des patients et de vie, le parcours des soins et de vie des personnes présentant un handicap psychique. Un rapport de preuve qui, à mon avis, est essentiel dans l'amélioration aussi des soins et de l'accompagnement des personnes. Un forum sur l'emploi, une restitution sur une étude qu'on a faite sur l'adaptation des ESAT. Et enfin, un événement sur l'évaluation du handicap psychique. Alors, on a également initié quelques collaborations avec différents acteurs. D'abord, l'Agence régionale de santé et les conseils départementaux sur plusieurs aspects. La création future des SAMSA relais dans le Pas-de-Calais. On a suivi également le projet de réponse accompagnée pour tous avec la MDPH du Pas-de-Calais et le travail extrêmement intéressant qui mène avec les secteurs de psychiatrie dans la complétude des dossiers, dans la collaboration qu'ils mènent ensemble. L'appui également sur quelques appels à projets. Et également donc, tout un conventionnement avec des acteurs qui sont intéressés sur le handicap psychique, à la fois des organismes de formation, des établissements médico-sociaux, des acteurs de la recherche et autres instances. Donc, véritablement, on souhaite initier avec vous, avec les acteurs, des démarches très partenariales pour améliorer le parcours des personnes. Bon, ça c'est pour montrer la diversité des instances et des actions partenariales que nous menons. Et enfin, sur les études de recherche, puisque on a besoin de mieux savoir les besoins des personnes, et on commence quand même à mieux les savoir, en tout cas plus les préciser, et également les réponses à y apporter, notamment en matière d'innovation. On a initié en 2016 3 recherches, une étude avec la Fédération régionale de recherche en santé mentale et le CREAI sur la question du parcours des personnes entre psychiatrie médico-sociale avec la question transfrontalière belge, pour laquelle nous sommes en attente de financement de l'IREST. Une autre sur l'adaptation des ESAT et handicap psychique en Nord-Pas-de-Calais avec l'INFRA, et enfin l'évaluation d'un dispositif innovant par le Centre de nouvelle rééducation professionnelle sur l'insertion professionnelle. Voilà, je passe ça très rapidement, mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'aujourd'hui les pistes d'action sont multiples, sont
on l'espère, en phase avec les besoins de la région et les politiques publiques dans ce chemin. Voilà. Alors en 2007, et assez rapidement également, quelques pistes, quelques orientations. D'abord, la création d'un manuel des ressources sur le handicap psychique sur Internet. Alors, c'est un projet que nous avons depuis le début, mais que nous n'avons pas mis en œuvre. Nous sommes régulièrement interpellés sur cette question. Voilà, on espère qu'on va le réaliser. De l'accès en direct des structures qui accueillent des personnes handicapées psychiques. Donc nous allons, à travers une méthodologie qu'on va éprouver sur un petit territoire de Calaisie et des Marois, enfin un territoire plus petit, maintenant sur la région Nord-Pas-de-Calais, sur la région, en tout cas d'abord sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Également en termes de formation, vous dire qu'on va développer également la formation en ligne, puisqu'on a acquis une plateforme pédagogique pour faire de la formation à distance, et on le voit, tout l'enjeu de la mobilité et en même temps de la montée en compétences dans les territoires est essentiel, en plus de la formation présentielle. Et également, on l'avait déjà dit, mais je le redis, la création d'un diplôme universitaire ou d'un master sur la santé mentale et le handicap psychique pour aller vers une professionnalisation du champ du handicap psychique. Avec Pierre Thomas de Lille 2, Thierry Danel de la Fédération de recherche en santé mentale et M. Copin de l'IRTS, Nord-Pas-de-Calais. Également en termes de connexion des acteurs, et je pense que M. Marquet va l'aborder, mais le souhait que le CREPSI s'engage dans des démarches de diagnostic territorial partagées en santé mentale et bien sûr avec le handicap psychique. C'est une méthodologie à laquelle on avait participé avec certains d'entre vous sur la CAL et la CAC, lancée vers un 20 avec l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, qui est aujourd'hui le seul cadre méthodologique possible et qui convient à notre sens de pouvoir déployer dans différents territoires de la région. Et puis enfin, toujours un aspect recherche avec là un focus sur la question du milieu ordinaire et dans quelle mesure les freins, les obstacles ou les possibilités peuvent se présenter dans le milieu ordinaire à la fois dans des entreprises et dans des administrations. Voici quelques orientations pour 2017 avec toute l'équipe du CREPSI et les partenaires en région. Voilà. Je ne suis pas plus long, n'hésitez pas à nous contacter, même si avec un certain nombre, nous nous connaissons et nous travaillons déjà ensemble. Nous sommes une ressource pour l'ensemble des habitants du Nord et du Pas-de-Calais, une ressource qu'il faut utiliser pour faire avancer la cause du handicap psychique à la une, peut-être cause, puisque le comité interministériel du handicap du 2 décembre s'est réuni et a utilisé avec le conditionnel l'année 2017 la cause nationale comme cause nationale du handicap psychique. Donc je pense qu'on peut souhaiter en tout cas que 2017 soit l'année avec comme cause nationale du handicap psychique, ce qui permettra au restant de pouvoir faire avancer un peu plus la chose, aussi bien au niveau des personnes concernées, des familles et des professionnels concernés, mais du droit public, parce qu'il s'agit là véritablement d'une question de société à part entière. Voilà.